Donc on pourrait se demander ce que signifie cette identification quand on sait que mon père était sénégalais, il était français également, il avait une mère malinquée et ne parlait pas le peul. Il me semble que ce sur quoi il fondait son identité peul, c'est la notion de pulaku, c'est-à-dire ce code d'honneur extrêmement exigeant qui lui a servi à traverser bien des tempêtes. Et d'ailleurs, Amadou Hampâté-Bâ lui-même avait vu son identité peul remise en question par son propre maître d'initiation, son Silatigi, qui lui avait fait remarquer qu'il avait posé toutes les bonnes questions lors de son initiation, sauf la question essentielle qui avait à voir avec le nom secret de la vache. Comme vous le savez peut-être, la vache est au centre de la culture peul. Et donc sans ce nom secret, eh bien, il ne pouvait pas vraiment réussir en tant que peul. Alors, comment être peul, comment être peul, et ça a beaucoup à voir avec la fluidité, la notion de migration, la notion d'exil accepté, il me semble. Et j'avoue que pour ma part, quand j'entends parler de mon ancêtre Djibéro Kandé sous la plume de la géographe Sylviane Fanchette, eh bien je n'y suis pas indifférente. J'ai vraiment l'intention de continuer à chercher le nom secret de la vache afin de devenir comme le livre de Madame Seydou le dit, bergère de mots, et j'espère bien que les poèmes vont continuer à me suivre. Donc dans ce lieu commun qui nous lie, outre la matrice peul, eh bien je mettrai également notre formation de classiciste. Et c'est le moment pour moi de faire l'éloge de ces langues qu'on dit mortes et qui pourtant se réincarnent au travers d'autres langues par lesquelles nous formulons nos pensées et nos sentiments. Et il me semble que l'exercice de traduction du grec ou du latin est une discipline qui donne des outils extraordinaires pour approcher toutes les autres langues. Par ailleurs, cette plongée dans des cultures, dans des mondes anciens, nous oblige immédiatement à mettre en question un certain nombre d'a priori. Et le plus important, me semble-t-il, c'est comme l'a souligné Marcel Détienne, la notion d'incomparabilité. Il dit c'est le nationalisme radical qui décrit langues et cultures comme exceptionnelles, intraduisibles, incompatibles. Et forte de cette thèse de Détienne, il me semble que l'aphorisme de Senghor, l'émotion est hélène comme l'émotion est nègre comme la raison est hélène, qui a été très critiqué en son temps, a un potentiel subversif extraordinaire parce que justement à cause du com qui introduit une comparaison entre ce qui pourrait être pensé comme incomparable. Outre cela, l'Antiquité est pour moi et pour beaucoup une source quasi inépuisable de mythes. Et j'en ai utilisé un certain nombre dans mon travail, par exemple dans Lagon Lagune, qui était ma première collection publiée chez Gallimard, ma première collection de poèmes donc, publiée chez Gallimard dans la collection Continent Noir avec une postface d'Édouard Glissant. Eh bien, je me suis beaucoup référée aux mythologies de la Lune, Sélénée en particulier. Et pour la quête infinie de l'autre rive, dont je vais parler un peu plus en détail maintenant parce qu'elle a trait à l'épopée, c'est bien sûr la figure d'Ulysse qui devient une métaphore, Ulysse au travers de ses voyages, le retour difficile, voire impossible. Et enfin, donc, dans ce lieu commun entre nous, il y a poésie et épopée. Et bien que mes réflexions se porteront plus précisément sur la quête infinie de l'autre rive, lorsque j'écris de la poésie, je l'écris pour qu'elle soit entendue. C'est-à-dire que j'écris et je relis ce que j'ai écrit, mais ensuite je dis ce que j'ai écrit. Et tout ce qui ne tient pas à l'oral, tout ce qui me paraît un petit peu boiteux, malheureux,
est supprimé, reformulé. L'écrit passe vraiment par cette épreuve de l'oral, et il me semble que le texte n'est beau qu'une fois qu'il est possible de le dire, et de le dire bien, qu'il coule de la façon dont j'ai souhaité qu'il le fasse. Donc c'est vrai, depuis Lagon Lagune jusqu'à Gestuaire, et j'espère, c'est mon espoir quand je l'écris, qu'il sera aussi lu à haute voix par les lecteurs. Je pense qu'il faut vraiment se réapproprier la lecture à haute voix. Pendant trop longtemps, on a pensé que la lecture silencieuse était une preuve de meilleure habilité de déchiffrage. Pas du tout. On peut lire silencieusement et lire mal, tandis qu'à haute voix, la lecture ne trompe pas sur le rapport que le lecteur a au texte. Voilà pour un aspect de l'oralité dans mon travail. Alors en ce qui concerne la quête infinie de l'autre rive, donc publié chez Gallimard, a reçu un prix, le prix Gracia Vincent, il y a quelques années. Ce texte a été traduit en allemand par Tim Chaskalik et publié chez Mathèse Ansett, et a reçu, la traduction de ce texte a reçu un compte-rendu d'une page entière dans le Frankfurter Allgemeine. C'est relativement rare que la poésie ait ce genre de traitement, malheureusement, dans les médias. Il va être publié en anglais, il y a aussi une traduction qui est en cours en portugais. Et si je le signale, c'est que ce que je n'osais pas espérer, le texte est traduisible et peut résonner avec la beauté que je lui souhaitais dans plusieurs langues, et qu'il peut toucher, n'est-ce pas, et il peut produire de l'émotion dans des médiums que je n'avais pas envisagés. Alors, quel est ce projet? Eh bien, ce projet, il part de deux courants. D'abord, une émotion terrible lorsque je vois des images, j'entends des récits, je lis des textes concernant les migrants africains, en particulier à l'époque, migrants africains qui partent, n'est-ce pas, d'Afrique de l'Ouest, le plus souvent par la mer, parfois, les itinéraires varient par le désert et puis ensuite par la Méditerranée, pour essayer de rejoindre l'Europe. Et beaucoup meurent. Je ne suis pas indifférente au fait que cette trajectoire rappelle, et ces morts sous l'océan rappellent quelque part la traite esclavagiste et ses conséquences terribles au cours de la traversée. Par ailleurs, j'avais fait une recherche sur la notion de médiévalisme chez Kourouma, et j'avais trouvé au cours de mes lectures, je surveille un peu l'heure pour ne pas être trop bavarde, au cours de mes lectures, une allusion à un empereur malien. Alors il s'agissait, n'est-ce pas, de Mansa Moussa, qui, comme vous le savez à l'époque, son nom l'indique d'ailleurs, il est musulman, et donc comme il le doit, s'il le peut, il va à la Mecque. Alors qu'on imagine de la traversée que ça peut représenter, il va à la Mecque, et en Égypte, par laquelle il passe, il est interviewé. Comment est-ce que vous faites chez vous? Les gens sont très très curieux du Mali, et l'islam, comment est-ce que ça se pratique? Est-ce que, voilà, non, nous on ne fait pas comme ça, et comment êtes-vous arrivé sur le trône? Et il explique que son prédécesseur ne croyait pas qu'il n'y avait rien au-delà de l'horizon. Et donc, qu'il a décidé d'envoyer une première expédition. Une seule personne est revenue, je résume très rapidement, et à la suite de ça, il décide, eh bien, qu'à cela ne tienne, 1000 pirogues pour moi et mes hommes, 1000 pirogues pour les provisions, on repart. Et il dit à son successeur, si je ne reviens pas, tu assures la régence, si je ne reviens pas, tu montes sur le trône. Très très rare aussi. Pas de valeur historique à cette histoire puisqu'il n'y a qu'une source, et en histoire il faut au moins 2 sources. Mais alors pour le poète, c'est extraordinaire.
Rien que et là encore, c'est une question de traduction, parce que finalement, cette phrase pleine de panache, n'est-ce pas, il ne croyait rien et il ne croyait pas qu'il n'y avait rien au-delà de l'horizon. Mais c'est fabuleux, c'est une poésie. Et elle a été peut-être prononcée en malinqué, qui sait, traduite en arabe, rapportée par plusieurs rapporteurs, et elle nous arrive dans une langue occidentale. Elle a une force extraordinaire. C'est la quête de la connaissance. À tout prix, à tout prix. Et donc, voilà, j'ai trouvé, tout d'un coup, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Voilà, j'avais besoin de ce texte, parce que les migrants d'aujourd'hui, ce sont les nouveaux héros de notre humanité. Et ils ne partent pas simplement pour les raisons misérabilistes qui sont les raisons de misère, de manque de ressources économiques, etc., pour essayer d'aller tirer profit de l'Occident, mais en quête de quelque chose, en quête de l'autre, en quête de l'ailleurs, en quête de soi-même. Et la mer, n'est-ce pas, comme le désert l'était pour Mansa Musa, la mer est une épreuve terrible auquel il se mesure. Alors, c'était vrai au XIVe siècle, ça l'est aujourd'hui. Donc voilà le projet. Et j'ai commencé à écrire quelques lignes. En fait, je voulais faire de la prose au départ. Et puis j'ai écrit quelques lignes. Et puis il y avait une telle ampleur, un tel souffle, un tel rythme. Parce qu'en fait, oui, j'écris, mais le texte il s'écrit aussi. C'est extrêmement compliqué, ce qui m'arrive dans ce genre de situation. Donc il y avait un tel souffle que je me suis dit non, c'est pas possible. C'est une épopée. Donc, une fois que j'ai accepté l'appartenance générique du texte, alors je me suis dit, bon, j'ai travaillé là-dedans, j'ai dit, bon, ben voilà. Alors, je l'appelle souvent une épopée, un poème néo-épique, parce que trop souvent l'épopée conjure des notions de nationalisme, masculiniste, etc. Et je ne voulais pas charrier ça. D'ailleurs, j'ai fait une grande part aux femmes, j'ai mis des femmes dans mes barques, des femmes qui sont indépendantes, autonomes, qui parlent haut et fort. Et je me réjouis de lire d'ailleurs votre ouvrage sur le profil des femmes pour cette raison-là, parce que les femmes ont peut-être été moins représentées dans l'épopée en général que les hommes, puisque un des thèmes fréquents en épopée, c'est évidemment la guerre, le conflit, le combat. Et donc à partir de là, j'ai défini mon aire de recherche. Il s'agissait de l'Empire du Mali, qui était très étendu et très diversifié. Mais donc je voulais montrer la conversion de gens de la terre à gens de mer. Voilà. Donc j'ai consulté un certain nombre d'épopées qui concernaient la région, donc moins des épopées qui avaient trait à la culture Peul ou ailleurs en Afrique, Tchaka, me paraissaient peu relevant, mais j'ai lu par exemple toutes les versions, il faut que j'arrête bientôt, toutes les versions du Soundiata Keïta, par exemple, il y en a beaucoup, des épopées corporatives, telles que les chants des chasseurs, par exemple, et voilà. Et donc après, il me restait à traiter du chronotope, c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir rendre cet espace de confinement qu'est le bateau, sur lequel sont ces expéditions, qu'elles soient d'hier ou d'aujourd'hui, et dans le cas de la première expédition, comment est-ce que je vais pouvoir rendre le fait que ça se passe au Moyen-Âge sans avoir, n'est-ce pas, à l'épeler en toutes lettres. Alors donc puisque j'écris en français, et que je n'ai pas d'accès à une langue africaine médiévale, eh bien j'ai tiré des ressources d'autres épopées, chansons de Roland bien entendu, on s'en doute, mais aussi chez Montaigne de très très belles choses, et j'ai essayé de composer une langue qui a un petit peu cette patine du passé, tout au moins pour les deux premiers chants. Et au cours de cette recherche, j'ai trouvé des choses extraordinaires, parce que dans la langue, la rencontre avec la langue est extraordinaire. Par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait un terme médiéval, l'emparlier. L'emparlier, bien l'emparlier, c'est celui qui parle au nom du Seigneur. Eh ben, c'est un griot. Voilà. Alors, bon, à partir de là, si on avait le temps, on lancerait toute une réflexion.
Alors, d'accord, j'écris en français, qui est, bon, c'est impulsif, hein, le français est devenu une langue africaine, on le sait. J'écris en français, mais j'écris en présence de nombreuses autres langues. Et je m'intéresse en particulier justement à ce qui paraît intraduisible, les idiomes par exemple. Les idiomes m'intéressent, les proverbes par exemple, je travaille beaucoup sur les proverbes, je prends des proverbes, je les retravaille à ma manière. J'écris en présence de nombreux autres textes qui viennent en quelque sorte inutrir le mien propre. Et donc, comme je l'ai dit au départ, ce texte est conçu comme une performance, avec des voix diverses qui sont en conversation, et il est écrit pour être lu à haute voix. J'ai 2 minutes pour lire peut-être un ou 2 extraits, et puis vous avez été très patiente, je vous passe la parole. Alors, le tout début, et puis peut-être un autre passage. Donc c'est le chant 1 qui concerne l'expédition d'Aboubacar II, de cet empereur malinqué, apocryphe. Il rame désormais, sans chanson ni âme. Depuis combien de temps, savoir, combien de saisons? Depuis combien, dit le mirage apporté par les vents, ramait-il repu de roulis et gavé d'embrun? Mémoire brouillée de ce que c'est que d'avoir les pieds sur terre et paupières en chamade, il ne se soucie plus à présent que de la vague qui va, se dérobe et revient. Paysans qui sur le tard s'étaient fait marins, ils cadencent leur corps pour fendre de la pointe gâtée de l'aviron les mottes violettes de la grande savane salée que nul sillon ne marque ou nulle semence ne lève, mais à dire la mer, peu siéraient les mots de la terre. Au point de ce rêve, ils étaient une myriade, ni plus ni moins, qui passèrent en riant la barre de corail et ses fleurs vermeilles. N'en reste que 3 barques en dérade, pleines, mais pleines à chavirer. À pagayer, leurs bras se sont fait pagaie, rivés drus à leurs torses noueux et bruns, et leurs pieds mangés de sel ne sont plus que moignons qui ventousent au creux de la coque par le vif de cette plaie. Du vertige de leur douleur, ils puissent encore la force de ramer, ô le zèle hautain de ceux qui connaissent leur mort approcher et préfèrent regarder au-delà du certain. Un autre passage, donc j'ai beaucoup travaillé donc, sur les mythologies du Mali et en particulier sur la notion de gémelléité, l'importance des jumeaux dans les mythes de création et dans d'autres circonstances. Alors, Aboubacar II est sauvé en quelque sorte par sa sœur jumelle qui l'aide dans son entreprise. Voilà, et donc il y a toutes sortes d'échauffourées sur la barque, et voilà qui surgit. C'est alors que fut un cri sans nom ni retenue, celui d'un griffu à l'agonie, celui d'un arbre qu'on cogne, celui d'une nécessité qui soudain aurait tourné à l'impérieux. Fidèles et conjurés, c'est trop de zèle, ce n'est pas à vous qu'il appartient de le sauver, j'en ferai ma joie. On fait place à la véhémente qui scintille au milieu de la horde. C'est Dame Kafouma, la jumelle du roi, d'ordinaire adverse au désordre, une femme aux membres grêles mais aux mains bien paumées. Sur le minuit, lorsqu'elle étire à peine ses bras menus vers le ciel ténébreux, une lune languide vient se reposer entre ce qu'elle croit des cornes. Les invocateurs la tiennent pour l'une des leurs, et comme à des livres, elle danse sur l'eau. On craint son œil morne et le redoute, on redoute et on craint la trace de sa main. Qu'elle figure sur l'impériale Birème, d'aucuns s'en inquiéteront sans doute. Mais ne savent-ils pas que les jumeaux, ces 2 corps, une âme gardée par Pharaon? Ajoutons que depuis le retour du marin, Bakary voyait ces nuits blêmes entrecoupées de visions épuisantes, de délires brutaux. Et donc elle vient le sauver. Je m'arrête là. Et je vous remercie de votre attention. Merci Sylvie de nous avoir entraînés dans ce balancement maritime et d'espoir.
Alors, j'ai la même formation. Nous avons été professeurs de français, latin, grec, avant de nous orienter vers l'Afrique. Et moi, ça fait 60 ans que je m'occupe de littérature peul. Donc, je suis ici pour vous parler d'une association qui a été créée il y a très longtemps avec Michel Léris. C'était aussi d'autres professeurs qui étaient au Musée de l'Homme, des anthropologues africanistes, une association pour diffuser la littérature traditionnelle africaine que les chercheurs allaient chercher sur place, enregistrer les griots, les poètes, et notre objectif était de sauvegarder toute cette littérature qui était seulement orale et qui était consommée, si vous voulez, uniquement par les producteurs et les personnes de la région, mais qui n'était pas connue en dehors de cela et qui valait vraiment la peine d'être diffusée et d'être connue. Donc on enregistrait, on transcrivait, on traduisait et on publiait dans cette fameuse collection qui s'appelle la collection des classiques africains, parce qu'elle voulait être l'équivalent de la collection Guillaume Budet pour les textes traditionnels de latin et grec, les grands classiques. Voilà, donc je suis censée représenter cette collection, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres traductions bilingues, mais qui sont occasionnelles, soit chez L'Harmattan, soit chez Cartala. Et moi, je me contenterai simplement de vous présenter ce que nous avons publié dans notre édition. Alors, du fait que cette expression littéraire est majoritairement orale, je crois qu'elle est vraiment, elle a conservé ce qui est l'essence de la poésie, qui a été évoqué par Madame Candé, c'est qu'il y a la dimension orale, forcément, parce que c'est la composante de la langue est à la fois sémantique et acoustique, et la poésie, justement, est obligatoirement exprimée oralement pour être appréciée et être efficace. Donc la poésie, c'est simplement une exploitation à la fois de la composante sémantique et de la composante acoustique de la langue pour créer un discours esthétique, mais aussi en Afrique un discours pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut que ce que l'on dit soit bien dit pour avoir un effet sur l'auditoire. Donc cette dimension acoustique qui est exploitée par l'art poétique imprègne toute cette littérature du fait de son expression orale, et selon l'intention de chaque genre, elle est exploitée dans ses diverses possibilités. C'est pour ça qu'on a aussi bien de la poésie récitée que de la poésie chantée. La poésie chantée est extrêmement importante, et nous avons justement dans notre collection toute une série d'épopées, de contes, des poèmes en tant que tels, et puis beaucoup de chants. Donc je prendrai ici un seul exemple, avant de vous parler des autres, mais celui que je vais développer, c'est un sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est ce qu'on appelle l'éloge au bovin. Et c'est un genre littéraire spécifique parce que c'est vraiment sur la langue en tant que telle que la recherche d'expression poétique intervient. Dans les autres cas, il y a des accompagnements musicaux, comme dans les épopées. Dans d'autres cas, c'est chanté. Dans d'autres cas, c'est particulièrement accompagné d'une gestuelle, de danse, etc. Tandis que là, c'est vraiment sur la langue en tant que telle, et uniquement sur la langue que la recherche d'effets poétiques existe. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Il s'agit des jeunes bergers peuls dans la région du Mali, où il y a une transhumance extrêmement éloignée parce que la crue du Niger oblige à partir très loin, sur des centaines de kilomètres, et au retour de cette transhumance pendant plusieurs mois, les jeunes bergers vont réciter dans les fêtes de réunion devant les
villageois assemblés, au retour de la transhumance, ils vont faire défiler leurs troupeaux en récitant un poème qu'ils ont composé pendant les mois où ils étaient tout seuls en brousse avec leurs bêtes. Et alors, ces textes-là, bon, je les ai publiés, mais c'est surtout représentatif de cette valeur à la fois esthétique et pragmatique, vous allez voir pourquoi, de cette mise en forme esthétique, physiquement vécue aussi, du discours. Alors le thème c'est évident et c'est commun à tout le monde et ça n'a rien d'extraordinaire. Il faut vous dire que ça n'est pas narratif, c'est uniquement vocatif et descriptif. Et ils parlent de leurs bêtes. Il y a un vocabulaire absolument extraordinaire concernant les différentes robes de couleur de vache, avec les différentes taches, là où elles sont placées, etc. Il y a un vocabulaire très riche, les cornes, etc. Voilà, donc les poèmes, ça va être le défilé des bêtes, et pendant ce temps, pendant qu'ils défilent, effectivement, ils vont parler des bêtes selon leur robe, et puis de tous les événements, enfin, le climat qu'ils ont rencontré, et la végétation, enfin vraiment l'environnement habituel de la transhumance, donc rien d'original. Les circonstances, c'est cette fête annuelle dont je vous parle, qui célèbre une tradition pastorale, et chaque année bien sûr, et c'est perpétué pour que les villageois viennent assister au retour de leur jeune génération qui revient saine et sauve, et puis de leurs bêtes qui reviennent en bonne forme. Et le contexte précis d'énonciation, alors, c'est pendant qu'il fait défiler son troupeau, il va prendre son souffle, le jeune berger, et réciter à fond de train le poème en question, simplement rythmé par les obligations de respirer. Et dans ces conditions, cette poésie prend une sorte d'aspect de rite propitiatoire en quelque sorte. Vous allez voir pourquoi. Parce que le style qui est adopté pour cette poésie, c'est d'enfiler des allitérations. Une allitération dominante va donner petit à petit, par un procédé de tuilage, elle va donner la suite à une autre allitération dominante, et on va se succéder comme ça, vont se succéder des séries d'allitérations. Mais attention, il ne faut pas il y a un tuilage, parce qu'il ne faut pas qu'une allitération succède à l'autre sans avoir été auparavant quand même annoncée par quelques phonèmes, quelques sons déjà présents dans la phrase précédente. Donc on a vraiment une impression de recherche de continuum indéfini, et de fait les poètes peuvent créer une partie de leur poème d'une année sur l'autre et ajouter, et j'ai des poèmes très très longs comme ça, qui ont été faits sur plusieurs années, et on a vraiment une impression de synesthésie quand on voit défiler le troupeau avec les vaches qui sont suivies de leurs petits, qui ont à peu près la même robe, mais avec quand même des petites nuances, et puis ce flot verbal qui est alors une succession de sonorités qui s'enchaînent sans rupture. Il y a vraiment, c'est un continuum visuel et acoustique. Et je pense que ça n'est pas pour rien qu'on a choisi ce genre stylistique, enfin ces caractéristiques stylistiques pour cette poésie, parce que c'est quand même inclus dans une fête de transhumance où la perpétuation du troupeau et de la culture peul est représentée. Et si bien qu'on a l'impression que ces jeunes font preuve, là, passent une sorte d'examen culturel où ils montrent leur savoir-faire, parce qu'ils ont ramené le troupeau vraiment en très bonne forme et mieux qu'au départ, avec quelquefois des petits qui sont nés entre-temps, etc. Et en même temps leur savoir-dire, leur savoir de la manipulation de la langue, et ça fait référence quand même, il me semble, à quelque chose de très important dans la culture peul, c'est que, du moins au Mali, les légendes d'origine disent que, en fait, c'est la langue qui est à l'origine de l'ethnie. Un feu à côté d'un ruisseau, enfin,
enfin d'une rivière, et ça a fait sortir la première vache. Et ils ont allumé le feu un peu plus loin, et ça a fait sortir tout un troupeau. Et ils sont devenus comme ça éleveurs. Donc c'est comme on vous l'a dit, la vache, c'est l'élément principal de la culture idéologique Peul. Et la langue est à l'origine de la création, parce que bien sûr, étant isolés, le frère et la sœur, par un inceste, ont donné naissance à l'ethnie Peul. Voilà les légendes. Et je trouve que c'est très représentatif, en fait, de l'investissement que les Peuls mettent dans l'élevage, d'une part, et qui est vraiment symbolique, même pour ceux qui sont sédentarisés depuis longtemps et qui n'ont plus de vaches dans leur cour, mais, et la langue, qui, bien sûr, il faut dire aussi que comme c'est une population nomade à l'origine, la langue est leur seul moyen de se maintenir, enfin d'avoir un lien avec ceux qui sont restés dans tel et tel pays. Ils sont depuis le Sénégal jusqu'au Tchad, et donc le seul point commun culturel qui les représente, c'est leur langue. Donc je pense que c'est un exemple très représentatif de la poésie en tant que mise en tant que traitement stylistique pour avoir un résultat esthétique, mais aussi inscrit dans un projet qui est pragmatique, qui est de faire se succéder indéfiniment et de se faire perpétuer indéfiniment dans ces espèces de réunions festives qui sont quand même très significatives et représentatives de ce qui constitue profondément l'identité culturelle de la vache et la langue. Merci. Alors dans cette collection, il y a bien sûr d'autres... Merci. C'est les suites du Covid, excusez-moi. Je n'y ai pas échappé. Il y a toute une série aussi de publications d'épopées. Et alors là, les épopées, c'est de la prose, mais c'est de la prose qui est rythmée, qui est quand même ponctuée de devises qui sont des formules très condensées, très marquées stylistiquement, avec tous les tropes stylistiques qui relèvent de la poésie. Et elle est accompagnée d'un instrument de musique joué tout au long de la récitation, et qui n'est autre que la devise musicale du héros dont il est question. Donc c'est déjà significatif. Ça aussi, la musique n'est pas que jolie, n'est pas que pour ajouter un élément esthétique, c'est aussi un élément significatif, très significatif. En plus, dans ce cas, il y a une importance du fait que ce sont des griots qui récitent ces épopées, parce que le statut du griot, de ces griots-là en particulier, des Maboubé chez les Peuls, c'est quand même enfin, il y aurait toute une conférence à faire sur la situation des relations entre griots et les gens auxquels ils s'adressent, le public auquel ils s'adressent et les personnalités auxquelles ils s'adressent. Parce qu'ils les forcent par leur parole, ils les forcent à être, à coïncider avec ce qui est dit d'eux. Et quand ils donnent la devise d'un personnage, cette devise qui est représentative de la personnalité dans ce qu'elle a de mieux, bien sûr, eh bien, quand c'est clamé par un griot en public, ça oblige la personne à se conformer et à ne pas faillir par rapport à ce qui est dit d'elle. Et c'est comme ça que les griots ont tellement d'importance sur l'auditoire. Et quand ils récitent une épopée, eh bien, ils la récitent et ils la mettent en forme par leur voix, par leur rythme, par leurs intonations,
et autant que par ce qu'ils disent, ils font en sorte de mobiliser l'auditoire pour le faire communier dans une exaltation qui est en fait utile pour les obliger en quelque sorte moralement à être conformes à l'idéal qui est représenté par le héros dont il parle et qui est bien sûr la plupart du temps un représentant du poulain. Voilà. Donc là encore, il n'y a pas de poésie à proprement parler, mais il y a une dimension poétique, non plus tellement sur la langue, mais sur l'expression et sur le fait que celui qui parle est représenté comme vraiment un artisan de la parole et celui qui sait le mieux la manipuler. Alors, nous avons publié des épopées très variées, de Bambara, de Peul, on en a du Mali, du Niger, en Zarma, on en a pour le Gabon, on en a pour le Cameroun, on en a, qu'est-ce qu'il y a encore, je crois, de Tunisie, on a la geste italienne en arabe, et on a donc une représentation assez importante des différents types d'épopées à travers l'Afrique. Et puis, il y a toute une série de chants. Alors, des chants qui sont cérémoniels, mais variés, aussi bien pour l'éveiller avec des chants d'amour chez les Dioula, des chants de veillée funéraire chez les Mossi, des chants de poètes louangeurs. Et il y a pour les Peuls un volume qui est par un Guinéen, Alpha So, qui est intitulé « La femme, la vache, la foi ». Et on a un exemple de poésie de toutes sortes, aussi bien de la poésie religieuse. Alors là, je fais une parenthèse, la poésie religieuse est chantée, mais elle est faite, c'est la seule d'ailleurs, qui soit faite sur le modèle de la poésie classique arabe, c'est-à-dire comme la poésie latine et grecque, avec une métrique très stricte, des pieds particuliers, et puis l'obligation de la rime, etc. Donc c'est la seule qui est faite sur ce modèle-là. Toutes les autres poésies sont des poésies libres, mais avec, comme toute poésie libre, des caractéristiques bien marquées. Et oui, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'en Peul, justement, il y a entre poésie et chant quand même quelque chose un lien très fort, et qu'en Peul, la racine yim, qui est chantée, est utilisée à la fois pour le chant et pour la poésie, avec la différence simplement de l'appartenance à des classes. C'est une langue à classe, c'est pas une langue à genre, et ce sont des classes différentes, c'est-à-dire que le chant se dit guimol, c'est la classe de l'action, c'est le chant, c'est l'action de chanter, et le poème, c'est la poésie, pardon, c'est yimré, c'est l'objet. Mais petit à petit, on a fait une distinction quand il y a eu la poésie religieuse, on n'a pas voulu la mélanger avec les autres chants, et on a pris yimré pour la poésie religieuse et guimol pour le chant. Et il y a une autre chose qui est jolie, je trouve, en Peul, c'est que pour dire composer un poème, on utilise le verbe yubude, qui est enfiler des perles. Et effectivement, on enfile des perles selon leur forme et leur couleur, comme on enfile des mots selon leur sens et leur forme. Je trouve que c'est très significatif de la notion quand même esthétique qui est immédiatement exprimée dans l'enfilement de perles sous-entendues, mais de perles vocales aussi pour la poésie. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Je pense que ça serait bien qu'on discute. J'ai oublié de vous dire qu'il y a quand même 2 livres formidables dans notre collection. Oh là là, j'allais oublier ça, c'est dommage. C'est les livres de Mpateba, parce qu'il y a le Kaïdara, qu'il a intitulé Récit initiatique,
Et en fait, à l'origine, c'était un texte que Amadou Hampâté-Bâ avait composé lui-même à partir de contes initiatiques et il avait présenté ça en prose à l'UNESCO. Simplement comme ça. Quand on avait vu ça avec Alfaso, qui était le répétiteur de Peul à l'INALCO à l'époque, et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble aussi à partir d'un certain moment, on lui a dit « mais c'est dommage, pourquoi vous ne l'écrivez pas en Peul ?» Et il l'a écrit en Peul et en poésie libre, mais vraiment très poétique. Et on l'a publié. Et il y a 2 livres de lui, il y a Kaïdara et L'éclat de la grande étoile. Kaïdara, c'est l'initiation au savoir, et L'éclat de la grande étoile, c'est l'initiation au pouvoir. Et c'est donc de la poésie moderne, cette fois, écrite complètement par un auteur moderne. Et on a un autre, alors beaucoup plus cocasse, Alexis Kagame, qui a beaucoup écrit aussi pour le Rwanda. Et lui, on lui a publié, il a fait un livre dont le titre est totalement cocasse, c'est Le relève-goût des pommes de terre. Et c'est un pastiche de la poésie rwandaise, qui est aussi sur pastorale. Et il a fait ça sur le porc, qui était une introduction complètement étrangère dans la cuisine de l'endroit. Et il a fait, sur ce modèle très traditionnel de la poésie des bergers, il a fait tout un livre sur ce sujet-là, en poésie et moderne. Voilà, donc on a quand même 2 représentants de poésie moderne, écrite par des lettrés dans leur langue et aussi dans la langue française. Et tous les autres alors, sont vraiment des gens qui ne sont pas du tout lettrés en français, ni en anglais, ni en quoi que ce soit, et on a recueilli leurs textes en les enregistrant. Et juste une toute petite chose aussi que je trouve amusante, c'est que contrairement à notre croyance que les écrits restent et les paroles volent, selon le proverbe latin que vous connaissez tous, eh bien là on a l'inverse, parce que j'ai eu l'expérience suivante, c'est que j'ai fait un recueil de poésie religieuse, qui est publié d'ailleurs chez Cartala, mais c'était chez un marabout, tous les talibés chantaient tout le répertoire d'un poète ancien, et j'ai vu que le marabout avait un manuscrit, et bien ficelé dans une enveloppe de cuir. Et comme on avait enregistré, j'ai fait la transcription, et puis quand même je suis retournée et je lui ai dit mais j'aimerais bien quand même vous consulter puisque vous avez le manuscrit pour que je vois si j'ai bien tout entendu et bien traduit et bien transcrit. Il me l'a passé, et comme c'est une poésie religieuse dont je vous parlais qui est suivant un rythme précis et une métrique, eh bien, les seuls endroits où il y avait des fautes, c'était sur le texte écrit, parce qu'on pouvait très bien identifier quel était le bon texte, puisque la métrique correspondait ou pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait l'âne pour avoir le son. J'ai dit, en revenant, lui rapporter le texte, enfin son manuscrit, j'ai dit, mais je suis ennuyée parce que là, moi, j'entends ça, et là, c'est écrit comme ça. Ah ben oui, alors, il m'a confirmé que c'était moi qui avais raison, c'était ces talibés qui récitaient et qui chantaient, parce que c'est chanté correctement, et effectivement, comme c'est chanté, ça facilite aussi la mémorisation et le rythme, etc. Et c'est plus sûr et c'est plus fidèle que les gens qui recopient les textes au fur et à mesure qu'ils s'abîment et qui, quelquefois, lisent mal. Parce que c'est écrit, oui, il faut que je vous dise que c'est écrit en caractère arabe, mais comme il y a des sons, des phonèmes peul qui n'existent pas en arabe, c'est un peu arrangé, on ajoute un trait ou un point, et quelquefois on l'oublie, et quelquefois, donc, il y a des fautes de pistes, mais c'est dans les copies qu'il y a des fautes, mais pas dans la tradition orale. Voilà. Je m'arrête.
Je suis perplexe. Bon. Eh bien, le Sénot, c'est le nom de la région, c'est un grand plateau plat. Le Sénot est bouillant. Le troupeau va de son pas dansant. Le jeune gaillard, c'est le berger, le jeune gaillard est repris de l'envie de partir. Plus qu'une nuit dura l'étape. Il en a, oh là, le front tout racorni. Un peloton de tête est choisi. Oui, parce qu'il faut un peloton de tête pour entraîner le troupeau. Le troupeau est brûlé et le Sénot tout fumant. Le Séguérin, c'est un endroit, les a appelés. Et le grand roi d'Égypte, c'est un taureau qui s'appelle roi d'Égypte parce qu'il a une robe qui est comme celle des rois d'Égypte. Le grand roi d'Égypte répond à l'appel. Il a ouvert la porte à 2 battants et il a touché au sommet des collines. Que gronde le ciel et il se regroupe autour de moi. Un peu de lait coupé d'eau pour moi. Le Sénot comble ma solitude et le troupeau est ma joie. Les bêtes de tête m'entourent et un luth joue pour moi. Pour moi, un sabot part en éclaireur. Petit Diamalel, c'est le nom d'une robe de vache. Petit Diamalel, pour moi, se fatigue à chercher pâture sous la caresse du simoun et l'étape est sous ma protection. Voilà. Et ben, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je sais pas. Voilà. Il est un taureau grand, aux cornes arquées, pointes en proue, comme ça, et aux yeux d'albinos, qui se nourrit de sa salive matinale. Elles ont passé tout le jour dans l'abstinence, et le matin, sur les terres meubles des plaines. Petit Kodioli du Kourarou, Poliwol, alors il évoque les noms de lieux par où il passe, au bout des collines de Wallo. Voilà longtemps que je ne l'ai vu à la saison sèche. Le grand troupeau vague, vacillant sous la chaleur. Les vaches doivent leur survie à l'eau bourbeuse. Les bêtes à liste restent debout à beugler. À Boulol, pas une ondée. L'herbe boual n'a pas encore bourgeonné. Debout, on n'a même pas entendu parler. Les doyennes, une fois bénies pour avoir bonne route, sont parties vers le haut, etc. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, il ne s'agit que des bêtes et de ce qu'il y a, ce que l'on voit. Les bêtes entre elles parlent, elles disent « Tous réunis, rassemblons-nous pour remercier Samba », c'est leur berger, car nous avons bien failli n'en pas échapper. Et bientôt, caquettent les canepetières, me confiant en leur langage un secret. « Prends une outre pour ne pas mourir. J'étais venue m'informer s'il y a de l'herbe nouvelle à Kouka. On ne te chassera pas à couler, on ne te menacera pas à Koubi, on ne t'importunera pas de « Allez, oust !» desquelles les bêtes sont déshabituées. À Tékéné, elles font encore des dégâts. De Téguélel, elles se sont nourries. Des eaux courantes du Bourgou, elles sont loin, etc. Vous voyez, il y a tout le temps les allusions au lieu, à la végétation. Et voilà, et c'est tout le temps vocatif comme ça. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler. Il n'y a pas il ne raconte pas ce qui lui est arrivé. Et c'est tout comme ça. Ils racontent tous la même chose, mais si c'est en Peul, c'est des recherches de... Voilà, je ne sais pas si ça vous dit de m'entendre réciter en Peul. Lady Mouli, Lady Mouhanaïka, Mounanani Boué. Excusez-moi pour ceux qui sont Peul, hein, parce que ma prononciation est horrible. Nyangi Kolade, Wodi Kodorde, Wodini Bodeji, Mine Sume, Lobe Sukawe, Sura Libasi Dele, Re Wengewaldada, Min Miwamata, Korga Miwam Tanidum, Mihoku Dibalol, Dibondir Golbao, Bange Haïre Sorba. Vous entendez les sonorités qui s'enchaînent, ça ne... Et d'ailleurs, par expérience, quand je l'ai fait entendre à des peuls des villes, eh bien, ne connaissant pas tout le vocabulaire que moi j'ai dû apprendre en allant photographier dans un troupeau toutes les bêtes pour savoir le nom de leur robe et savoir à quoi ça correspondait, mais dans les villes, ils n'ont pas cette expérience-là, eh bien, ils étaient sensibles uniquement, sans comprendre, ils étaient émerveillés de
vélocité avec laquelle les bergers récitaient leurs poèmes, parce que ça chantait à leurs oreilles, quoi, même sans savoir ce que ça voulait dire. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette poésie-là. Bonjour. En vous écoutant déclamer les deux versions, en tout cas de cette poésie en français et en terminant par la poésie un peu, justement une question me vient qui est le rapport entre la réalité traversée ou en tout cas évoquée par la poésie et la langue pratiquée par la poésie, comme ne pouvant pas être en tout cas décorrélée, c'est-à-dire la traduction d'une poésie bergère faite en peul renvoie justement à peut-être une réalité autre que le poème originel, ou en tout cas évoque une réalité autre que le poème originel. Est-ce que vous n'avez pas eu justement cette sensation, ou en tout cas cette barrière de la langue, qui faisait que la réalité, quand on la traduisait, et la poésie, en fait la langue, quand on la traduisait, évoque une réalité autre, en tout cas crée une réalité autre que celle d'origine, cette réalité. Dans la traduction? Dans la traduction. Forcément, dans la traduction. C'est pour ça que j'étais obligée de raconter, de mettre en situation le lecteur français pour qu'il essaye d'approcher un peu l'effet produit par la poésie Peul. Et j'ai essayé, tant bien que mal, de suivre un rythme et de trouver aussi, par exemple, de jouer sur les mots. Par exemple, le même mot, je le traduis quelquefois par saison sèche si j'ai besoin de été torride si j'ai besoin de Mais j'essaye de faire au maximum des allitérations, mais c'est pas possible. Donc j'essaie, comme je peux, de rendre un peu le rythme mais j'avoue que ça n'est pas possible, c'est très frustrant. Mais c'est ça l'excitation de la traduction, de l'exercice de la traduction, c'est d'avoir de temps en temps, j'ai trouvé comment rendre exactement ce que je veux, et puis la frustration à côté, il faut aussi résoudre, on ne peut pas faire autrement. Pas de... Oui. Oui. Vous avez parlé de la création d'une langue quand vous avez écrit votre projet, et puis à la fin, vous avez terminé en disant que votre texte est conçu comme une performance avec des voix diverses. Et en fait, j'étais un peu curieuse de savoir comment vous rendez les diverses voix. Enfin, c'est juste, je me doute que ça doit être des narrateurs différents, mais est-ce que vous avez travaillé est-ce que ce sont des voix diverses avec des langues diverses? Donc, comme vous avez dit, vous avez essayé de faire une langue un peu médiévale, mais en vous inspirant du français, mais pour rendre un ailleurs. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer les différentes voix? Merci. Je vais essayer de trouver un passage. Oui, j'ai un passage ici. Alors j'ai fait une série d'incises avec des tons différents représentés par le niveau de langue, etc., qui sont plus ou moins perceptibles, mais je ne les ai pas marqués par des guillemets ou par... j'ai laissé, justement parce que le texte est conçu comme un texte oral, j'ai laissé la plus grande liberté au lecteur en supprimant la plupart de la ponctuation. Alors là, il y a un débat, donc le conseil, les autorités trouvent que l'expédition d'Aboubacar est une folie. Et il y a seule la griotte est prête à partir avec lui. Et elle s'appelle la Manignan. La Manignan interrompt cette aigreur d'un hurlement. « Ôte de moi ta bouche, vieillard, et écoute. Ignorerais-tu qu'à l'annonce de ce voyage, nos Fina et nos Djeli, en leur conciliabule, se sont prononcés pour l'amnésie,
Quel outrage, firent-ils. Un Mansa jamais ne capitule, laissant à un régent le soin de sa concession. Que d'orgueil se piquerait-il de surmonter Sundiata dans ses conquêtes terrestres, de parfaire l'œuvre du général Tiramagan, d'éclipser par avance de Moussa le Pieux le pèlerinage. Fille, quel orgueil, ces dessins de piètre à loi. En posant au-delà des marches du Mali, ses pas, ses armes et ses lois. Pour nous, la cause est entendue, elle l'est, pas un mot de plus. C'est bien Moussa, large dextre, qui succédera à Niani Mamadou l'augure, lequel a succédé au Bonko Mamadi. Mer et mépris priveront de sépulture ce songe creux, ce rebelle, dont l'hypothétique existence s'évoquera mieux au conditionnel. Donc on voit ici une espèce de querelle de pouvoir avec, où les mémorialistes décident de faire, d'oublier l'existence. Et là, bon, évidemment, je traitais de l'absence d'Aboubacar II, non seulement en histoire écrite, mais aussi dans les généalogies. Voilà. Donc, ça pourrait être un argument pour son inexistence. Donc, j'essayais de travailler là-dessus et de faire un dialogue entre ces gens qui disent bon, voilà, c'est tout à fait inconforme à la tradition de partir de cette façon-là, de laisser l'Empire. Et donc, voilà ce qu'on va faire. Eh bien, on va le supprimer des généalogies et on va recréer la généalogie sans lui. Donc avec des interjections, et tout ça est un discours rapporté par la griotte elle-même qui, elle, décide de se lancer à la tête de l'expédition. Ce qui est culturellement tout à fait enfin, presque inconcevable. Mais justement, je voulais qu'une femme se lève et dise, eh bien, on va faire ce qu'on n'a pas fait précédemment. Voilà, donc merci beaucoup. Merci.